Au plaisir de vous retrouver sur nos antennes. Merci de votre fidélité. Tout de suite, le journal et on commence par le sommaire. La modernisation du réseau routier, le Premier ministre réaffirme l'engagement de l'État avec l'inauguration de 5 ponts. C'est un signal fort de maturité économique et de volonté publique des ouvrages qui permettent de fluidifier la circulation. Nous irons à Tunis pour parler des travaux de la 9e conférence sur le financement des investissements et échanges commerciaux en Afrique. Plus de 40 entreprises guinéennes prennent part à la rencontre avec pour ambition de sceller des partenariats. L'énergie solaire, un levier de modernisation pour les vétérinaires privés. L'adoption d'équipements photovoltaïques devient une solution stratégique pour garantir l'efficacité de leurs interventions. C'est tout pour les titres. Bonsoir et vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information que nous ouvrons par ce décret. Décret 10 2026-0157 PRG SGG portant avancement au grade supérieur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les fonctionnaires de police dont les prénoms, nom, grade et matricule suivent sont nommés à titre exceptionnel au grade supérieur conformément au tableau ci-dessous. Numéro, matricule, grade, prénom et nom. Pour le grade de lieutenant de police, 1. 257 908 D, sous-lieutenant Mohamed Doumbouya. 2. 259 381 C, sous-lieutenant Alseni Kamara. 3. 259 632 K, sous-lieutenant Lansana Leno. 4. 257 982 Z, sous-lieutenant Mohamed Bakari Diallo. Pour le grade de sous-lieutenant, 1. 282 208 Z, adjudant-chef Kesseri Beavogui. 2. 282 351 V, adjudant-chef Abdoulaye So. 3. 281 275 A, adjudant-chef Namouri Kamara. 4. 281 066 A, adjudant-chef Aboubakar Sidiki Fanta Kamara. 5. 281 971 W, adjudant-chef Mohamed Salif Silla. 6. 282 724 P, adjudant-chef Kerfala Conté. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er juin 2026 sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 29 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. À la une de l'actualité ce soir, le gouvernement accélère la modernisation des infrastructures urbaines. Ce mercredi, le Premier ministre Amadou Ouriba, accompagné du ministre secrétaire général de la Présidence, a procédé à l'inauguration de 5 nouveaux ponts dans le Grand Conakry, des ouvrages destinés à fluidifier la circulation et à améliorer la mobilité des citoyens. Reportage Ousmane Bangoura. C'est à Kakimbo, dans la commune de Ratoma, que le Premier ministre Amadou Ouriba, accompagné du ministre secrétaire général de la Présidence, général Amara Kamara, a procédé à l'inauguration officielle de 5 ouvrages d'art réalisés dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures urbaines de la capitale. Les ponts de Kassoya, Kisoso, Kiroti, Demoudoula et Kakimbo illustre la volonté affirmée du président de la République, Mamadi Doumbouya, d'accélérer la transformation du réseau routier national et d'améliorer durablement la mobilité des populations. La réalisation de ces infrastructures majeures marque une étape décisive dans le développement de notre territoire. Ces ponts ne sont pas des simples ouvrages d'art, mais ils sont des symboles de désenclavement, de progrès et d'espoir pour des milliers de citoyens.
Grâce à ces ouvrages, la mobilité des biens et des personnes sera considérablement améliorée, facilitant ainsi les échanges économiques, l'accès aux services sociaux de base et le rapprochement des communautés. Pour les responsables du secteur des infrastructures, ces réalisations dépassent la dimension de simples ouvrages d'art. Elles traduisent une vision politique structurée, fondée sur l'efficacité de l'action publique et le respect des engagements pris au bénéfice des citoyens. Dans le monde actuel, nous avons besoin de plus de ponts. Des ponts entre des pays, des ponts entre des cultures, des ponts entre les générations. Et les 5 ponts que nous inaugurons aujourd'hui sont une réponse concrète à ces besoins. Ils sont aussi un message d'espoir, un message qui dit que la coopération fonctionne, que les partenaires sont utiles et que lorsque nous unissons nos efforts, nous pouvons améliorer la vie des gens. Je suis convaincu que ces ponts auront un impact durable, non seulement pour la mobilité et l'économie, mais aussi pour le lien entre nos pays. Ce modèle de coopération illustre notre capacité à mobiliser les expertises internationales au service du développement national avec un investissement de 65 millions d'euros. Au-delà des chiffres, ce sont les impacts concrets qui doivent retenir notre attention. Le pont de Kakimbo fluidifie un axe fortement congestionné entre Ratoma et Kipé. Le pont de Demoudoula renforce les connexions entre les axes majeurs, facilitant la circulation entre Kipé et Koza. Le pont de Kiroti contribue au désenclavement des zones densément peuplées entre Lambagné et Nongo. Le pont de Kisosso réduit significativement les temps de trajet entre Kisosso et Antag. Enfin, le pont de Kassoya, avec le plus long linéaire du projet, constitue un axe structurant majeur pour l'accès à Koya. Ce programme s'inscrit dans une dynamique de modernisation durable des infrastructures urbaines, avec pour ambition de transformer en profondeur les conditions de mobilité dans le Grand Conakry. Ces ponts, au-delà des infrastructures, c'est toute une philosophie, c'est toute une relation entre un dirigeant et des dirigeants et sa population. Aujourd'hui, ce que les populations de Guinée retiennent, principalement, je peux me tromper, mais principalement les gens retiennent que le désenclavement de leur quartier, la mise en place de nouvelles voies, les ponts, y compris les échangeurs, ces 5 ponts transforment la vie, changent la vie de beaucoup de milliers de personnes qui n'ont plus la hantise de se dire si je ne me lève pas à 5 heures du matin, je serai en retard. Et réveiller les enfants à 5 heures pour aller à l'école à 8 heures. Imaginez le traumatisme que cela cause à des petits êtres. Et la notion de refondation, la notion de rassemblement passe par là. La responsabilité première des autorités, et cela ne reflète que l'instruction du président de la République, envisager les politiques qui permettent aux populations de se sentir prises en compte. À travers la mise en service de ces nouvelles infrastructures, le gouvernement réaffirme sa détermination à poursuivre des investissements structurants afin de doter la capitale d'un réseau routier moderne, performant et en adéquation avec les exigences croissantes de la mobilité urbaine. À Conakry, un nouveau symbole de modernité et de renaissance culturelle est en gestation. Le Premier ministre a présidé ce jour la cérémonie de pose de la première pierre du futur Cinéma Center de Guinée, un complexe cinématographique et culturel d'envergure construit sur le site emblématique de l'ancien cinéma à Liberté. Compte rendu Hadi Kamara. Ma capitaine, c'est ordinaire riz, patate, haricot, moi préparé. Il fut un temps où les écrans vibraient au rythme des images, où la lumière projecteur révélait des histoires, des identités, une mémoire collective. En Guinée, le cinéma n'est pas qu'un divertissement, c'est un patrimoine, une écriture visuelle, une mise en scène de l'âme nationale. Aujourd'hui, sur les vestiges du mythique cinéma Liberté, une nouvelle séquence s'ouvre. Un nouveau décor se construit, celui de la Renaissance. Une cérémonie qui a réuni
membres du gouvernement, acteurs culturels et partenaires venus assister à ce qui s'annonce comme un tournant majeur pour l'industrie cinématographique nationale. C'est grâce à ces aînés que moi aussi j'ai commencé à faire des films et Dieu merci, ça a marché. Après j'ai pris l'ONACID comme directeur général. Et lorsque je suis venu en tant que directeur général, j'ai regardé les archives, j'ai vu un décret. Et dans ce décret, il était question extinction et liquidation des salles de cinéma. Donc toutes les salles de cinéma ont été sorties du portefeuille de l'ONACID, sauf celle-ci. J'ai fait plus de 10 ans de bataille pour que cette salle ne sorte pas du portefeuille de l'ONACID. J'ai toujours voulu que cette salle soit réhabilitée. Et vous comprenez aujourd'hui que ce soit le jour le bon jour. Ce complexe d'environ 5461 m² intègre un centre commercial de 4 étages, 2 tours de 13 étages chacun, à usage mixte, bureaux et logements. Dans le centre commercial, le rez-de-chaussée et le premier étage seront consacrés aux espaces commerciaux. Le deuxième étage accueillera un musée du cinéma et des studios de production cinématographique, ainsi qu'un espace spécial d'exposition consacré à Simandou 2040. Et le troisième étage sera érigé en salle de cinéma. Un écosystème complet pensé pour accompagner toute la chaîne de fabrication d'une œuvre audiovisuelle, de l'écriture du scénario jusqu'à la diffusion sur grand écran, avec une durée de réalisation estimée à 2 ans. Ce chantier marque une volonté affirmée, celle de repositionner la Guinée dans le champ de la création audiovisuelle africaine. Aujourd'hui, en posant cette première pierre, nous ne faisons pas que démarrer un chantier. Nous engageons un acte de renaissance culturelle. Nous réhabilitons une mémoire et nous projetons notre pays vers l'avenir. Ce projet constitue ainsi un acte structurant pour les générations présentes et futures. Protéger aujourd'hui ce qui racontera notre histoire demain. Voici le credo de cette initiative. Au-delà du béton et des structures, c'est toute une industrie qui se remet en mouvement. Une nouvelle génération de réalisateurs, de scénaristes, de chefs opérateurs et d'ingénieurs du son pourrait trouver ici un cadre d'expression et de professionnalisation. Dans 2 ans, c'est bientôt arrivé. Kaloum va changer. Et donc, de nouveaux métiers vont émerger, de nouveaux besoins, une nouvelle économie. Et une économie tournée vers, principalement en ce lieu, vers le cinéma. Il faut rêver, il faut avoir des ambitions. Si le cinéma, l'industrie cinématographique, avec l'explosion du numérique, avec les images qui sont un peu partout, qui sont internationalisées, interconnectées, nous avons un espace sur lequel notre culture, la culture ouest-africaine, l'histoire des sociétés, des peuples ouest-africains, les lieux où des empires ont émergé, qui ont transformé le monde ouest-africain, pour ne parler que de cela, mais on a besoin qu'il y ait du cinéma, des artistes qui font référence à ce passé. Le Cinéma Center ambitionne de devenir un véritable hub créatif, un lieu où se croisent fiction, documentaire, animation et innovation technologique. À Kaloum, là où le silence avait remplacé les applaudissements, une nouvelle projection commence. Et cette fois, ce n'est pas seulement un film que l'on attend, mais toute une industrie qui s'apprête à entrer en scène.
Au sein de la Grande Muette, le ministre de la Défense nationale a effectué une visite de travail sur le site de Tabili où se poursuivent les travaux de construction de futurs prytanées militaires de Guinée et de plusieurs autres infrastructures, accompagné des autorités militaires et des responsables techniques. L'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara a parcouru les différents chantiers afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Adjudant-chef Mamadou Alioubari, correspondant de la presse militaire. Le site de Tabili, futur cadre d'implantation de l'école militaire préparatoire technique de Guinée, continue progressivement de prendre forme. En visite de travail sur les lieux, le ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara, est venu constater de visu l'évolution des travaux engagés. Au cours de cette mission, le ministre a inspecté la centrale d'arrobase mise en place pour appuyer les opérations d'aménagement du site. Les travaux d'ouverture des pistes et de bitumage sont activement exécutés par le bataillon du génie militaire. Sur le bitumage, on a fait déjà 1 kilomètre, c'est-à-dire les longitudinales là que vous voyez, les longitudinales et les transversales maintenant qui doivent recevoir les bitumes sont à 2 kilomètres. Donc les pistes préparées pour recevoir les bitumes, c'est 2 kilomètres. Les pistes qui sont bitumées, c'est à 1 kilomètre. Sur un total de 5 kilomètres, nous construisons les caniveaux monolithes 60 x 60 et les caniveaux monolithes 80 x 80. Cette visite de terrain a permis au ministre et à sa suite de constater les progrès enregistrés par les entreprises en charge d'installation des réseaux électriques et d'adduction d'eau potable. On nous a confié ce projet, l'exécution de la ligne Manéa pour le Prytanée militaire qui s'élève à quelque chose de 35 km, qu'on a déjà exécuté à 90%. Vous avez déjà vu les ouvrages en ligne. On a construit les 4 postes équipés, finis. Nous sommes à 80% maintenant d'avancement. C'est-à-dire on a fait le forage et le château, on a installé l'équipe, l'adduction aussi est faite. Donc c'est la finition de 10% presque qui reste. La présence du ministre de la Défense nationale sur le terrain est un acte hautement significatif et traduit un intérêt particulier accordé par les autorités conformément au chronogramme établi. On a fait les postes cabines, les locaux techniques, les abris, n'est-ce pas, des tableaux de transformation de basse tension. Là, tout est OK sur les 4 zones. On avance très bien et aussi les fourreaux pour le passage des câbles, pour éviter que le goudron soit cassé, tout est OK déjà. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 95% d'exécution des travaux physiques. Et présentement, nous sommes au dernier virage des travaux, en ce qui concerne les travaux d'adduction, d'électrification, des fibres optiques et autres. À travers ce projet d'envergure, les autorités militaires entendent renforcer les capacités de formation des forces armées guinéennes tout en offrant un cadre moderne répondant aux standards des grandes écoles de la sous-région. Direction Zérékoré pour le lancement du programme de formation et d'accompagnement de 500 championnes économiques nationales. C'est une idée du ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités. Le but est de faire de la junte féminine le piston du développement durable de notre pays. Plus de précisions avec Lancé Kamisoko. C'est le coup d'envoi du vaste programme Simandou 2040 dans son volet accompagnement des femmes et filles. Il s'agit d'identifier, de former et d'accompagner 500 championnes économiques à travers le pays. Une initiative portée par le ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités. Partout en Guinée, les femmes entreprennent, produisent, innovent, mais trop souvent, elles évoluent dans des environnements peu structurés, avec un accès limité au financement, aux équipements et au marché. L'enjeu est donc clair et déterminant. Structurer, professionnaliser et intégrer durablement ces initiatives féminines dans l'économie formelle et moderne. À partir de ce lancement, un dispositif de sélection sera mis en place. Son rôle, identifier les forces motrices de l'économie locale, évaluer leur potentiel de croissance en vue de leur encadrement formel pour un développement inclusif durable du pays. Ce n'est pas seulement une opportunité de formation qui vous est donnée, mais c'est aussi une mission qui vous est confiée. Une mission pour démontrer à toutes les autres femmes que le programme Simandou 2040 représente réellement une opportunité pour les femmes. Investir dans l'autonomisation économique des femmes, c'est la seule voie qui permet de réduire la pauvreté
Et c'est la seule voie qui permet de garantir une croissance économique inclusive. Je réaffirme notre engagement total à accompagner ce programme de formation de 500 femmes championnes économiques nationales dans toutes ses phases afin d'en garantir le succès et la pérennité. L'objectif de ce programme est clair, former des femmes compétentes, opérationnelles, capables de s'insérer durablement dans le tissu économique national. Terrain et concertation pour le ministre de l'Énergie, Laye Sékou Camara était lundi au poste électrique de Kipé, occupé illégalement, avant de réunir mardi matin ses directeurs et coordinateurs de projet. Le constat, il faut sécuriser les infrastructures énergétiques et faire bloc pour satisfaire les Guinéens. Les détails avec Alassane Tondo Camara et Nabi Camara. Journée chargée pour le ministre de l'Énergie. Lundi, il s'est rendu au poste électrique de Kipé à Conakry. Objectif, constater des visu l'occupation irrégulière du site par des individus mal intentionnés. Ce poste électrique de Kipé est stratégique. Il alimente plusieurs foyers de la capitale. Face à la situation, le ministre de l'Énergie a instruit la direction générale des DG de sécuriser immédiatement les lieux pour que les installations jouent pleinement leur rôle. Le site est victime d'une agression sauvage par de tierces personnes et à tous les niveaux. Nous allons procéder à la sécurisation par clôture de tout le domaine qui revient à EDG. Les occupants qui sont là, il ne faut pas qu'ils soient étonnés d'un moment à l'autre que EDG va prendre les dispositions pour la clôture du domaine, le revenant. Et sur le plan juridique aussi, les dispositions vont être prises pour circonscrire tous les faits qui sont illégalement, les personnes qui sont illégalement installées sur le site. Changement de décor. Mardi, Laye Sékou Camara a réuni les directeurs et coordinateurs de projets de son département. Une prise de contact pour le ministre qui veut connaître le rôle de chacun dans la chaîne de production, mais aussi les difficultés rencontrées sur le terrain. Je voulais d'abord remercier Monsieur le Président de la République pour les récents décrets du département de l'énergie, qui sont des décrets vraiment qui viennent booster notre secteur. Tous ces projets sont des projets importants pour le département. Et d'abord, ça fait un bon moment, ils n'avaient pas de siège. Donc, Dieu merci, on a pu avoir un local aujourd'hui. Nous sommes venus pour voir comment ils sont installés et échanger avec les cadres et voir comment nous pouvons rebooster encore le travail. Le mot d'ordre, la synergie. Le devoir des cadres de son département, c'est de répondre à cette exigence, conclut-il. Dans le registre du secteur des transports, les acteurs se sont réunis à Conakry pour une importante rencontre de consultation consacrée à la gouvernance des corridors routiers inter-États. L'objectif est d'améliorer la fluidité du transport et renforcer l'intégration sous-régionale. C'est une initiative du Conseil guinéen des chargeurs. Reportage Abraham Christophe Conti. C'est une rencontre stratégique qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation du réseau routier guinéen. Pendant plusieurs heures, experts, autorités publiques, transporteurs et partenaires techniques ont échangé sur les défis liés à la gestion des corridors routiers inter-États. Ces corridors, véritables axes vitaux du commerce régional, sont confrontés à de nombreuses difficultés, notamment les tracasseries routières et les contrôles excessifs. Cette consultation nationale est de poser les bases d'une gouvernance plus efficace. Cet atelier, enfin, m'offre l'occasion de réaffirmer l'engagement et la détermination du Conseil guinéen des chargeurs à poursuivre sa mission d'assistance, de défense et de représentation des intérêts des opérateurs économiques pour l'encadrement du trafic sur les corridors inter-États de la République du Guinée. Le secrétariat permanent qui est assuré par le Conseil guinéen des chargeurs est très actif sur le terrain pour lutter contre toute forme de pratique anormale. Cette rencontre devrait aussi aider à identifier les obstacles liés à la fluidité du transport et à proposer des solutions concrètes pour faciliter le transit des marchandises entre les États. Beaucoup de thèmes seront développés. On a vu le Conseil guinéen des chargeurs qui a essayé d'organiser des postes pour faciliter le développement du transit routier et commercial, principalement sur l'axe d'ici Bamako. La pertinence des thématiques retenues et le professionnalisme des communications laissent présager la tenue d'un atelier de qualité.
Ces initiatives s'inscrivent dans la politique nationale de modernisation des infrastructures, portée par des institutions comme le Conseil guinéen des chargeurs. Au terme des travaux de 3 jours, plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres, le renforcement de la coordination entre services et la réduction des barrières non tarifaires. Pendant ce temps, la coopération Guinée-Mali se renforce davantage dans la sous-préfecture de Kouré-Malé, dans Sigiri. Un forum est organisé pour renforcer le projet de résilience économique des communautés frontalières. Il est mis en œuvre par la Direction nationale des libertés publiques et des frontières guinéennes pour que règne la cohabitation pacifique et la stabilité sur l'axe Conakry-Bamako. Djamoukaba est notre correspondant régional. Dans le registre de la cohabitation pacifique sur l'axe Conakry-Bamako, les lignes bougent de plus en plus. Ce moment de convivialité affiche les couleurs du progrès, de la coopération transfrontalière pour que règne la stabilité à tout moment entre la Guinée et le Mali. Le commerce et la sécurité des personnes et de leurs biens sont au cœur du rendez-vous de Kouré-Malé. Ce forum se tient dans un contexte où les communautés frontalières, liées par l'histoire surtout, la géographie et des relations humaines profondes, font face à des défis communs, mais aussi à d'importantes opportunités de développement harmonieux conjoint. Ici à Kouré-Malé, localité frontalière entre la Guinée et le Mali, toutes les couches sociales de ces deux pays frères sont représentées en compagnie du système des Nations Unies. À la tête de la mobilisation, la Direction nationale des libertés publiques et des frontières guinéennes pour renforcer la résilience économique des communautés voisines. On parlait du développement économique inclusif, qui est le souhait de tous les Guinéens et de tous les Maliens. Et on disait que pour que ceci soit réalisé, il faut qu'il y ait la paix. Et pour ceci, il faut se donner la volonté de pouvoir résoudre les petits conflits. Symbole du vivre ensemble, la diversité culturelle de la Guinée et du Mali a rappelé les avantages d'une paix durable et les relations séculaires. Les prestations soutiennent les volontés politiques pour tourner la page des conflits, du terrorisme et des crimes organisés. Un nouveau signal fort entre Conakry et Abuja, une délégation nigériane du groupe SD Group reçue par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. C'est pour explorer des partenariats ambitieux dans l'urbanisme et le logement. Plus de détails avec Maïmouna Bella Diallo et Isiaga Kamara. La délégation nigériane affiche clairement son ambition. Investir en Guinée à travers des partenariats publics-privés dans l'urbanisme, l'habitat et l'aménagement du territoire. Nous voulons partager notre expérience au Nigeria, ce que nous on a pu faire à Abuja, à Lagos et à Kano, à d'autres grandes villes du Nigeria, partager notre expérience avec la Guinée et dans le cadre du développement de ces infrastructures immobilières et des logements sociaux. Donc, raison pour laquelle, une fois de plus, que nous remercions le gouvernement guinéen et lançons un appel n'est-ce pas, à tous les investisseurs, n'est-ce pas seulement du Nigeria, du continent africain, qui de venir en Guinée, qu'il y a assez de potentialités, il y a assez d'opportunités. Face à eux, le ministre Mohamed Lamine Sy Savané met en avant les réformes engagées sous l'impulsion du président Mamadi Doumbouya, avec en ligne de mire le projet Simandou 2040. Je voudrais dire ici et maintenant que les partenaires sont intéressés au programme Simandou 2040. Nous avons communiqué sur ce programme à travers le comité stratégique de Simandou, ce qui fait son effet boom aujourd'hui. La population peut s'attendre à une transformation de nos conditions de vie, surtout en ce qui concerne le logement. Le ministère que j'ai la charge de diriger est plus que engagé à permettre aux citoyens, dans les 5 prochaines années, d'accéder à des logements décents. Parmi les priorités, la modernisation des marchés à travers le pays et la sécurisation du foncier pour mieux structurer les activités économiques. Un autre pan de notre discussion est à porter essentiellement sur la modernisation des marchés et le développement
aussi des grandes villes tout au long du corridor Simandou. 15 gares vont être projetées sur tout le long de Mourbaya à Beila. Des grandes villes vont se créer tout au long et les opportunités d'affaires vont s'instaurer. Naturellement, nos partenaires sont intéressés à venir travailler avec nous. Des leviers essentiels pour améliorer l'organisation des espaces marchands et renforcer l'attractivité de la Guinée auprès des investisseurs. Une rencontre qui ouvre la voie à une coopération renforcée entre la Guinée et le Nigeria au service du développement urbain et social. En coopération toujours, le ministre des Affaires étrangères a reçu en audience le nouvel ambassadeur du Liban ainsi que le nouveau représentant de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Tous deux sont venus présenter les copies figurées de leurs lettres de créance. Le point avec Makemed Onzo et Moussa Bangwa. Le Liban a désormais un nouvel ambassadeur en Guinée. Antoine Elde a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Face aux diplomates libanais, le ministre Dr Morissanda Kouyaté a tenu à rappeler les profondeurs historiques des liens entre nos deux pays. Selon lui, les relations entre la Guinée et le Liban remontent à bien avant 1910, témoignant d'une coopération ancienne et durable. Je suis vraiment impressionné par les relations qui existent entre le Liban et la Guinée. On a une très grande communauté libanaise ici en Guinée. De ce beau pays, ils se sont bien installés et ils considèrent la Guinée comme leur première patrie. Et ils font confiance, ils veulent investir et ils sont toujours prêts pour consolider avec l'ambassade et la communauté libanaise. En Guinée, on veut renforcer les liens, la coopération et surtout être partie de ce développement qui existe en Guinée. De son côté, le nouveau représentant de l'OIM a échangé avec le chef de la diplomatie sur la question préoccupante de la migration irrégulière des jeunes Guinéens. Le ministre a insisté sur la nécessité de mettre en place des actions concrètes pour freiner ce phénomène en misant sur la sensibilisation, la formation et la création d'opportunités locales. Guinée, c'est un pays de départ, de transit et aussi de destination. Donc le travail de l'OIM, ce n'est pas d'empêcher la migration, mais c'est de sensibiliser la population sur ce qu'est la migration régulière. Et un bon enfant parce que ça leur permet de jouir sur la question de protection et de sécurité pendant leur parcours migratoire. Donc pour nous, on est là pour appuyer le gouvernement à sensibiliser la population de comment effectuer une bonne migration. Cette double présentation de copies figurées illustre ainsi la volonté des autorités guinéennes de consolider leurs relations diplomatiques tout en répondant aux défis contemporains, notamment celui de la migration des jeunes. Je vous l'annonçais également dans les titres. Ouverture ce mardi dans la capitale tunisienne des travaux de la 9e conférence sur le financement des investissements et échanges commerciaux en Afrique. Plus de 40 entreprises guinéennes prennent part à la rencontre avec pour ambition de sceller des partenariats dans le but de vendre la destination Guinée. La délégation guinéenne est conduite par la ministre de l'Industrie et du Commerce. Envoyé spécial à Tunis, Abdul Karim Kamara. Au bord du lac de Tunis, la civilisation du Carthage accueille les acteurs du FITA 2026, une plateforme panafricaine dédiée au financement des projets structurants, au développement des chaînes de valeur africaines, à la mobilisation des investissements et à la conclusion de partenariats publics-privés. Pour la 9e édition, la Guinée est pays invité d'honneur du continent, dont la délégation est conduite par la ministre de l'Industrie et du Commerce. La dynamique africaine ne dépend plus exclusivement des perfusions extérieures. Les investissements directs étrangers progressent, l'intérêt pour les obligations souveraines se renforce et les marchés financiers africains gagnent en maturité. Autrement dit, l'Afrique ne grandit plus uniquement par injection, elle commence à croître par capitalisation interne. Et la Guinée saisit la balle au bon. Ici, dans la capitale tunisienne, elle compte structurer sa participation au FITA 2026
autour d'objectifs stratégiques. Au-delà de son invitation, le pays est représenté par une quarantaine d'entreprises. En vérité, il y a beaucoup d'opportunités pour les entreprises guinéennes. La Guinée n'est plus à présenter parce qu'avec toutes les notations positives que la Guinée est en train d'avoir, il y a de quoi guider les gens vers notre pays. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée est un pays très attractif. Quelques heures après l'ouverture des travaux, la vision du programme Simandou à l'horizon 2040 est présentée par la délégation guinéenne. Une dynamique portée par 5 piliers qui traduisent la volonté de bâtir une économie diversifiée, intégrée et tournée vers la création de valeur. La Guinée se positionne aujourd'hui comme un marché en construction, avec des chaînes de valeur à structurer, des besoins importants à accompagner et des opportunités à saisir. Dans cette dynamique, les réformes engagées visent à améliorer la lisibilité du cadre d'investissement, à renforcer la sécurité juridique et à faciliter les démarches pour les investisseurs. Investir dans Simandou, c'est s'inscrire dans une transformation en cours. C'est participer à l'émergence de nouvelles filières, c'est accéder à un marché régional en expansion, c'est évoluer dans un environnement en structuration, soutenu par une volonté publique affirmée. L'acte 9 de cette vision panafricaine sur le financement d'investissements et les échanges commerciaux en Afrique va réunir plus de 1000 décideurs publics privés, institutions financières internationales, banques, fonds d'investissement, entreprises industrielles et acteurs stratégiques issus de plus de 60 pays. Retour à Conakry et on va au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation. Les lauréates de la compétition Innovation ont reçu leur prix des mains de la chef de cabinet qui a procédé à la remise au nom du ministre Mourana Souma. La compétition a récemment été organisée à l'occasion de la Journée internationale des jeunes filles dans l'éthique. Tierno Ousmane Diallo pour des explications. Derrière le geste, un engagement fort du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation, résolu à soutenir les projets des jeunes filles dans le développement des technologies nouvelles. Ces 3 jeunes filles, toutes lauréates de la compétition, organisée à l'occasion de la récente célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans l'éthique, reçoivent leur prix et l'assurance d'un suivi pour concrétiser leurs rêves et jouer des rôles importants dans le développement de l'écosystème numérique en Guinée. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le ministère de la Communication, sous l'impulsion du ministre Mourana Souma, avait initié une série d'activités dans les écoles publiques du pays pour sensibiliser les jeunes filles sur l'importance des NTIC dans le quotidien. Donc, nous avons fait des séries d'activités, la sensibilisation. Aujourd'hui, c'était une remise de prix pour accompagner les jeunes filles qui ont présenté des projets innovants. Donc aujourd'hui, au nom de Monsieur le ministre de la Communication, nous avons accompagné 3 jeunes filles qui ont présenté des projets innovants au lancement de la cérémonie. Notre projet s'appelle Sansora. Sansora est une solution technologique d'inclusion des personnes sourdes et malentendantes. Elle est basée sur 2 aspects. Une application mobile qui va permettre la communication entre les personnes entendantes et malentendantes en laissant un message vocal et celui-ci se transforme en langage de signes, mais à travers un avatar 3D. Et vice-versa. Elle propose aussi des API de communication dont les services publics et privés peuvent insérer dans leur système, ainsi qu'une bibliothèque éducative et interface multilingue. Portée par la Direction générale de l'innovation, les activités organisées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans l'éthique en Guinée ont permis de toucher plus de 1000 jeunes filles pour les encourager à s'orienter dans les branches techniques, à innover et à devenir actrices de l'essor des technologies nouvelles. Ceci nous a permis donc de couronner 3 lauréates. Le premier prix est allé vers un projet dans le domaine de la communication qui justement a permis de retranscrire aujourd'hui le langage pour les malentendants. Il y a eu un autre second projet, bien sûr, qui est venu en 2e position et qui est en lien cette fois-ci avec notre tradition orale. Et ensuite, un 3e projet qui est en lien avec la santé. C'est pour vous dire que ces journées nous ont permis vraiment de couronner aujourd'hui des jeunes filles dans des projets qui sont transversaux.
Un plan d'encadrement des lauréates est mis en place et bénéficie du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui accompagne le ministère dans cette ambition de promouvoir l'implication des jeunes filles dans le développement du numérique. Vous le savez certainement, Marconi est le père fondateur de la radio. Ce scientifique italien est né en 1974. Pour lui rendre hommage, le chroniqueur scientifique Aboubacar Camara a organisé une conférence de presse pour parler de l'homme et de son importance pour l'humanité. Il est aussi question de réchauffer les relations dans le domaine de la science entre l'Italie et la Guinée. Sankumba de Kouresh, Aboubacar Junior Camara. 1874-2026, 132 ans depuis la naissance de Guglielmo Marconi, le père fondateur de la radio, un Italien né dans la ville de Pologne. Cette découverte de la transmission par les ondes est la naissance d'une invention radiophonique qui a servi l'humanité. 132 ans après, le chroniqueur scientifique Aboubacar Camara, journaliste et président de la fondation Aboubacar Camara pour la science, organise une conférence de presse pour immortaliser l'homme, mais aussi expliquer l'importance de la radio dans l'évolution de l'humanité. Marconi, c'est l'homme du siècle. C'est lui qui a fait que la radio a pris naissance. Il a regroupé plusieurs inventions, notamment l'invention de l'allemand Hertz, l'antenne de Popov, le chœur de Branly, le français. Il a regroupé toutes ces inventions-là pour lancer sa radio. L'Italie est un pays de grands scientifiques qui ont participé à l'évolution scientifique du monde. Son chargé d'affaires a rendu un vibrant hommage au président de la fondation avant de réitérer l'engagement de son pays à soutenir toutes les activités de promotion de la science en Afrique. La conférence d'aujourd'hui, c'est important pour rappeler aux Guinéens l'importance de la figure historique de Guglielmo Marconi, que c'est l'inventeur de la radio, et avec la radio de tout ce qui est venu après la radio, Internet inclus. Donc c'était une excellente occasion pour rappeler la figure de cette grande artiste, pour rappeler la figure d'autres scientifiques, amis personnels du président, Antonino Zichichi, qui vient de nous abandonner, de décéder le février de cette année. Cette conférence de presse a aussi rappelé l'histoire des relations diplomatiques entre l'Italie et la Guinée dans le domaine de l'éducation, comme la réalisation de l'Institut des géomines de Tamakene dans la région de Bokeh, réalisé par Astaldi, une entreprise italienne. Et puis ce communiqué de la haute autorité de la communication invitant les partis politiques, mouvements politiques et les listes de candidats indépendants de la zone spéciale de Conakry au tirage au sort pour le journal de campagne dans les radios privées partenaires de la HAC. La haute autorité de la communication HAC informe les partis politiques, mouvements politiques ainsi que les listes de candidats indépendants engagés dans le scrutin majoritaire uninominal et plurinominal des 13 circonscriptions électorales de la zone spéciale de Conakry de l'organisation d'une séance de tirage au sort. Cette séance prévue le jeudi 30 avril 2026 au siège de la HAC à 12h a pour objectif de déterminer l'ordre de passage des candidats dans le journal de campagne qui sera diffusé sur les antennes des radios privées retenues pour les différentes circonscriptions électorales de la zone spéciale de Conakry, y compris celle de Kassa. Les directeurs des radios partenaires et les superviseurs recrutés par la HAC sont également invités à prendre part à cette importante réunion. La présence des candidats ou de leurs mandataires dûment accrédités est vivement souhaitée. Conakry le 29 avril 2026 pour la HAC, le président Boubacar Yassine Diallo. La société aurifère de Guinée figure parmi les acteurs majeurs de la production industrielle d'or. Sur ce site stratégique, une délégation du ministère des Mines et de la Géologie, à marge de la tenue de son conseil d'administration, a effectué une visite de terrain sur les installations d'exploitation et sur son usine. C'est pour vérifier la conformité des opérations avec les normes en vigueur. Compte rendu, Saint-Martin, Francine Adou.
Dans une dynamique de renforcement de la gouvernance du secteur extractif, une délégation du ministère des Mines et de la Géologie a récemment effectué une visite sur les sites d'exploitation de l'or ainsi que sur les installations de l'usine de la société aurifère de Guinée-SAG, filiale du groupe minier international Anglo-Gold Ashanti, dont l'objectif était d'évaluer les conditions d'exploitation et de s'assurer du respect des engagements contractuels. En termes de capacité de production, je dirais qu'il y a une augmentation légère comparativement à l'année passée, parce que la flotte minière a augmenté de 32 camions à 42 camions cette année. Et les excavateurs aussi, de 5 excavateurs 6020 l'année passée. Sur place, les responsables techniques de la SAG ont présenté les différentes étapes du processus d'exploitation aurifère, en passant par l'extraction du minerai jusqu'à son traitement à l'usine. Une occasion pour la délégation du ministère des Mines et de la Géologie d'apprécier les performances opérationnelles, mais aussi les dispositifs de sécurité et de protection de l'environnement. L'usine de Sigiri, c'est une usine d'or qui traite à peu près 12 millions de tonnes par an, avec un taux de recouvrement d'à peu près 91%, ce qui correspond à peu près à 300 000 onces par an. Comme toute grande entreprise, la SAG déploie de grandes mesures de santé et sécurité pour protéger leur personnel. Il y a beaucoup d'évolutions. Avant, ils étaient dans l'exploitation du minerai soft. Maintenant, ils ont intégré l'exploitation de la roche fraîche, ce qui veut dire qu'il y a de l'amélioration au niveau du procédé de traitement et ce qui augmente leur productivité et leur récupération en or a beaucoup évolué. À travers cette visite, le ministère des Mines et de la Géologie réaffirme son ambition de faire du secteur minier un véritable moteur de développement économique et social, s'inscrivant pleinement dans la vision stratégique des autorités pour une gestion plus rigoureuse et inclusive des ressources naturelles du pays. Dans l'actualité encore, la Direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale a procédé au lancement de l'évaluation des structures sanitaires conventionnées. L'initiative va permettre à la CNPS de veiller sur le respect des conventions signées dans la prise en charge médicale des fonctionnaires retraités. Les équipes sont déjà sur le terrain pour sillonner les établissements hospitaliers et pharmacies du pays. C'est un reportage d'Alpha Isiagaba. L'hôpital national Ignace Dine est une des structures sanitaires conventionnées par la Caisse nationale de prévoyance sociale. 18 mois après le lancement officiel de la couverture médicale, des agents de l'État, une mission de la CNPS est en mission d'évaluation sur le terrain. Le centre hospitalier universitaire d'Ignace Dine est la première étape de cette mission d'évaluation. L'objectif général, c'est pour vérifier également le plateau technique des différentes structures sanitaires par rapport aux différentes prestations offertes à nos assurés sociaux et également voir comment le contenu de la convention qui nous lie, comment le contenu est appliqué dans les différentes structures sanitaires. Pour cette première phase, l'opération va durer 6 mois. Occasion pour l'équipe d'évaluation de la CNPS de veiller sur le respect de la convention en vue d'améliorer la prise en charge médicale des assurés sociaux. Ce n'est pas leur première mission. Ils ont déjà fait le premier pas. Ils sont venus, on a discuté, on a soulevé des problèmes, des solutions ont été proposées. Il y a eu une certaine amélioration. Mais toujours, dans le cadre de tout nouveau projet, ces évaluations sont nécessaires pour régler les parties qui ne marchent pas. Cette mission d'évaluation des structures sanitaires conventionnées avec la Caisse nationale de prévoyance sociale se tient à un moment où la 5e République envisage la mise en place de la couverture médicale universelle. Sont concernées dans cette mission d'évaluation toutes les structures sanitaires et pharmacies conventionnées par la CNPS.
À l'occasion de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, à l'École normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel a organisé une série d'activités dédiées à la promotion de la culture de prévention en milieu professionnel, placée sous l'égide d'Alpha Bakar Bari, ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et professionnelle. Cet événement vise à sensibiliser, former et responsabiliser les futurs encadreurs techniques aux enjeux cruciaux de la sécurité au travail. Moussa Koumara. Travailler ne doit jamais coûter la vie. À l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, l'École normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel se distingue. Propriété de l'environnement, sensibilisation des encadreurs et apprenants à devenir des acteurs de la prévention. Nous célébrons cette journée pour pouvoir marquer notre attachement à la santé et à la sécurité au travail pour que, in fine, dans les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle, les formateurs, les encadreurs et les apprenants puissent aussi relayer ces problématiques de santé et de sécurité au travail. Ici, la célébration prend des airs de transmission. Formateurs, apprenants et spécialistes débattent. Le thème de cette année, assurer un environnement de travail psychosocial sain. Si nous réfléchissons ensemble, nous échangeons, ça va améliorer la façon de faire des uns et des autres, puisqu'il s'agit des cas qui sont aussi graves que les pandémies qu'on parle. Si vous prenez le stress, selon des statistiques américaines, que 75% des travailleurs tombent dans le stress dès qu'ils voient la tête de leur supérieur hiérarchique. Nous avons des formateurs, nous avons des apprenants qui sont dans des ateliers. Donc avec cette journée-là, vraiment ça m'apprend beaucoup de choses pour que je puisse appliquer la sécurité dans le travail dans nos établissements. À l'AMPET, la santé et sécurité au travail sont très prises au sérieux. Un département existe désormais pour l'adoption des bonnes pratiques. Entre engagement et action, l'établissement affirme son ambition claire, former des enseignants compétents, mais aussi conscients, responsables et porteurs d'une culture de sécurité durable. La célébration donc de la Journée internationale de la santé et de la sécurité au travail, l'intersyndicale n'est pas restée en marge de cette célébration. Elle rend hommage aux nombreux Guinéens qui ont été blessés et qui ont trouvé la mort dans l'exercice de leur travail. Je vous propose de suivre la déclaration de Tamba Abel Bourno, coordinateur de l'intersyndicale santé-sécurité, au micro de Marie-Noël Simontonno et Aboubakar Mara. La coordination nationale à travers la CSI appelle l'ensemble des organisations affiliées à porter les revendications suivantes auprès des employeurs et du gouvernement à l'occasion de cette journée. Revendications adressées aux employeurs. Réaliser des évaluations obligatoires des risques psychosociaux dans les lieux de travail et en communiquer les résultats aux travailleurs et travailleuses ainsi qu'à leur organisation syndicale. Élaborer et mettre en œuvre une politique nationale au travail co-construite avec les syndicats et les travailleurs et travailleuses. Garantir un accent confidentiel à des services de soutien et santé mentale sans crainte de sanctions disciplinaires ni de stigmatisation. S'attaquer aux fardeurs liés à la charge de travail, à l'organisation de temps de travail et aux conditions organisationnelles sans réduire la santé mentale à de simples stratégies d'adaptation individuelle. Assurer une tolérance zéro à l'égard du harcèlement, des BIMAD et des signalements clairs et accessible. Réaliser des évaluations des risques liés à la chaleur pour tous les travailleurs affectés en épidémie psychosociaux au travail. Accorder des congés de maladie rémunérés en cas de maladie liée à la chaleur.
Toujours dans le volet santé, les autorités sanitaires et leurs partenaires viennent de lancer la semaine africaine de vaccination. La cérémonie a eu lieu à Kalia, dans la préfecture de Forêt-Karia. Les femmes et les enfants sont les principales cibles de cette opération. Cette année, l'accent est mis sur les communautés frontalières afin de minimiser les risques de propagation des maladies. Bakari Bamba Kondé pour plus de détails. Dans la commune rurale de Kalia, préfecture de Forêt-Karia, le lancement officiel de la semaine africaine de la vaccination a connu une forte mobilisation de la population. Coordonnée par le ministère de la Santé via le programme élargi de vaccination PEV, avec l'appui technique et financier de l'OIM, cette campagne place les enfants et les femmes au centre de toutes les attentions pour garantir un avenir plus sain à toute la communauté. On a focalisé nos efforts au niveau de certains districts frontaliers. Les populations frontalières, ce sont des populations très mobiles. Donc le fait de vacciner le district sanitaire, tous les enfants du district sanitaire de Forêt-Karia, protège déjà la proximité de tous les villages qui sont vers la Sierra Leone. La stratégie déployée à Kalia repose sur une approche inclusive. Les équipes de santé se concentrent principalement sur les enfants de moins de 5 ans, les protégeant contre les maladies infantiles et sur les femmes en âge de procréer. En tant que partenaire technique et financier, nous mobilisons les ressources nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des activités ciblées dans le cadre de cette semaine africaine de la vaccination, des activités en lien avec le dialogue communautaire couplé à la stratégie avancée pour attraper des enfants non vaccinés, mais aussi des enfants insuffisamment vaccinés au niveau des zones frontalières. Nous avons appelé à toutes les citoyennes, nos citoyens de venir réellement se vacciner, surtout vacciner les enfants et également aussi vacciner les femmes enceintes. C'est extrêmement important. En plaçant les femmes et les enfants au cœur de cette dynamique, la campagne de Kalia s'annonce promoteuse pour le renforcement du tissu sanitaire de la préfecture à travers cette synergie entre les autorités, l'Organisation internationale pour les migrants et l'engagement des familles. Et puis, à quelques semaines de la date du double scrutin législatif et communal, les ressortissants de Kissidougou à Conakry s'impliquent dans la consolidation de la paix avant, pendant et après ce rendez-vous électoral. Cette ville cosmopolite veut garder sa position de ville hospitalière où les communautés vivent et cohabitent en harmonie. Souleymane Kamara. C'est un séminaire essentiellement porté sur les valeurs civiques de paix, de bon voisinage et de tolérance avant, pendant et après le scrutin du 31 mai prochain. C'est une initiative des ressortissants de Kissidougou résidant à Conakry. Objectif, faire de la ville hospitalière de Kissi-Kaba-Keita un havre de paix. Les sages de Kissidougou se sont rendus disponibles afin de discuter ensemble de ce qui va arriver, de la campagne électorale qui va arriver pour les législatives et les communales. Et je pense que l'ensemble de mes collègues se déploient sur le terrain national pour porter cette parole au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en tant que responsable du gouvernement, pour que les bénéfices économiques, politiques et sociaux soient profitables à l'ensemble de notre pays. La formation d'aujourd'hui, ça nous éveille. En même temps, ça nous évite aux conflits électoraux. Plus particulièrement d'éviter les discours de haine. Plusieurs ressortissants de la localité se sont mobilisés pour le bien de leur collectivité. Objectif, éclairer les citoyens sur le droit électoral, les innovations constitutionnelles et la gouvernance citoyenne. Les législatives et les communales, ce sont des élections majeures dans la vie d'un pays. Donc avoir la responsabilité de porter cette mission et l'accomplir, c'est être fier. Et je ferai en sorte que ce que nous avons l'habitude de faire, mobilisation et unité dans l'action. Aujourd'hui, il n'y a pas de confusion sur le terrain. Le seul problème qui était là, le ministre et sa délégation nous ont donné des explications claires en ce qui concerne la députation. Les organisateurs attendent d'élargir cette initiative dans les 25 quartiers de la commune urbaine et les 12 sous-préfectures de Kissidougou.
Autre titre de ce journal à Conakry, les vétérinaires privés viennent de procéder à la réception de 41 kits photovoltaïques composés de réfrigérateurs solaires. Ils sont destinés à améliorer la conservation des vaccins et produits vétérinaires. Ces outils sont offerts par le ministère de l'Élevage et son partenaire, l'Agence française de développement, à travers le projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée. Marwan Kamara, Noumousso Diakité, reportage. C'est une avancée significative pour le secteur de l'élevage en Guinée. 41 kits photovoltaïques sont désormais mis à la disposition des vétérinaires privés en Guinée. Objectif, garantir une meilleure conservation des vaccins grâce à une source d'énergie fiable, même dans les zones les plus reculées. Ces frigos solaires, avec tous les kits qui les accompagnent, sont des instruments essentiels qui viendront renforcer les capacités de nos vétérinaires privés à stocker et à conserver des vaccins et autres produits médicaux indispensables à la santé de notre cheptel. Nous recevons aujourd'hui ces kits photovoltaïques qui vont nous permettre de nous améliorer dans nos différents cabinets et favoriser ici le développement vraiment de l'élevage à travers le pays par la conservation des vaccins et des produits. Cet accompagnement du ministère de l'Élevage s'inscrit dans le cadre du projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole PEFAG, une initiative soutenue par l'Agence française de développement visant à moderniser et sécuriser la production animale. En franchissant cette nouvelle étape, nous nous rapprochons de notre ambition de garantir une couverture sanitaire optimale des élevages où chaque vaccin et chaque médicament conserve son efficacité. Je tiens à remercier Monsieur le ministre de l'Élevage, nos partenaires de l'AFD et d'Expertise France pour leur appui constant. En soutenant les vétérinaires privés, nous contribuons directement à améliorer la santé animale, à renforcer la sécurité sanitaire et à augmenter les revenus des éleveurs. Avec ce don de 41 kits photovoltaïques, les autorités guinéennes et leurs partenaires franchissent une nouvelle étape dans la modernisation du secteur avicole. Un mot de religion, pèlerinage national de Bofa, dernier virage de ce mercredi pour les pèlerins catholiques. Les marcheurs ont rejoint ce matin le village de Soumbouyadi. Plus que 14 kilomètres les séparent de la ville de Bofa. Entre fatigue et réjouissance, ces milliers de fidèles ont séjourné dans ce petit village de Soumbouyadi. Les échos de ce dernier détour avec Marie-Simone Noël Tolno, Robert Bangoura, Antoine Makole. Il est 10 heures précises ici dans ce petit village de Soumbouyadi situé à environ 135 km de la capitale Conakry. Ce matin, les pèlerins entrent dans ce petit village très enthousiasme, très joyeux, mais aussi avec un peu de fatigue. Quand il s'agit de faire le trajet avec les évêques en tête de peloton, les pèlerins marcheurs des différentes paroisses arrivent toujours au lieu prévu pour le repos, dans un climat soit de prière ou de méditation. Ici, dans ce petit village de Soumbouyadi, c'est la paroisse Saint-Benoît d'Antanor qui arrive en premier avec le clergé, avec une distance de 10 km parcourue à partir de Guéméiré. Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Marche avec nous et à nos côtés. Nous disons merci pour cela. Les autres paroisses à leur tour arrivent. La cadence dans une ambiance festive. Les marcheurs sont animés de joie et détermination d'entamer le dernier virage prévu pour ce mercredi 29 avril avant leur arrivée sur la terre sainte de Bofa. La joie qu'on a déjà, c'est humain d'arriver, parce que quand on a marché, on est fatigué, on est content d'arriver. Même si on aime marcher, mais on est content aussi de voir que l'effort qu'on a fourni, on arrive au but, on va se reposer. Pour ce temps de repos à Soumbouyadi, certains pèlerins mettent l'occasion à profit pour dormir, d'autres se régalent. Malgré la fatigue, cette escale offre aux pèlerins des instants de réjouissance sans précédent. C'est aussi un moment où on permet aux pèlerins de refaire les forces. Donc on fait une petite pause et on a le repas qu'on partage et pour permettre aux pèlerins de refaire les pauses pour mieux continuer les étapes suivantes.
Cette année, le pèlerinage national de Bofa se déroule dans un contexte de célébration du jubilé des 150 ans d'évangélisation de la Guinée. Après cette étape, les pèlerins devraient avancer avec un esprit de pénitence vers la terre sainte de Bofa. Ils sauront affronter ces dernières étapes, notamment Tamboni et Torodoya, sur la distance de 14 km. Dans l'actualité encore, après l'évacuation de King Salaman du groupe Banlieusard, c'est au tour de son binôme Marcus de rejoindre la Tunisie pour des soins, un geste de l'État guinéen à travers le ministère en charge de la culture. Dans le cadre de la prise en charge sanitaire, les deux artistes vont suivre des soins spécialisés. Les responsables du BGDA étaient à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré pour l'accompagner. Ousmane Ba et Salif Oussila étaient sur place. L'État guinéen au secours de Marcus du groupe Les Banlieusards. L'artiste de la musique urbaine souffre du diabète. Nous sommes à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Le ministère de la Culture, à travers le BGDA, l'évacue en Tunisie où il sera pris en charge pour des soins spécialisés au même titre que son binôme, King Salaman, évacué une semaine plus tôt. Sincèrement, je commencerai par d'abord remercier Dieu, le Tout-Puissant Allah, pour m'avoir permis de bénéficier de cette évacuation. Je remercie le BGDA, je remercie mon ministre, le ministre de la Culture, Moussa Mouissila, qui s'est beaucoup battu avec le directeur du BGDA pour notre évacuation, à mon binôme et moi, par rapport à notre pathologie. Ça va faire bientôt 6 ans que moi, personnellement, je suis diabétique. Cette évacuation illustre la volonté des autorités de placer la santé des acteurs culturels au rang des priorités nationales. Il faut donc qu'il y ait une intervention chirurgicale pour sa situation sanitaire, ce qui nécessite obligatoirement une évacuation après les rapports des médecins. Abdoulaziz Bangoura dit Marcus restera en Tunisie pour une durée de 30 jours. Depuis 2 ans, plusieurs artistes malades dont la pathologie nécessite l'évacuation ont bénéficié de cette assurance maladie. Si c'est vrai qu'elle est l'humanité, faut plus la soumettre. Et pour terminer ce communiqué du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, conformément aux dispositions du décret D 2022-05-26 PRG CNRD SGG du 2 novembre 2022, modifiant le décret D 250 PRG SGG du 1er août 1995 concernant les fêtes légales en République de Guinée, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale apporte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics mixtes et privés que la journée du vendredi 1er mai 2026, journée internationale des travailleurs et fête du travail, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, le ministre porte à la connaissance de l'ensemble des travailleurs du secteur public, mixte et privé, des organisations syndicales, des employeurs ainsi que de l'opinion nationale que les festivités officielles de célébration du 1er mai sont reportées à une date ultérieure, soit après la participation de la délégation tripartite guinéenne à la 114e session de la conférence internationale du travail CIT prévue du 1er au 12 juin 2026 à Genève. Ce report permettra au gouvernement et à ses partenaires sociaux de converger vers une organisation commune réussie des festivités. Le ministre profite de cette occasion pour réaffirmer la volonté du gouvernement à entretenir les meilleures relations de partenariat avec l'ensemble des acteurs du monde du travail en République de Guinée. Conakry le 29 avril 2026, signé Mori Kondi. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.